Oui, bonjour. Donc oui, je travaille à Dijon avec Pierre Vabre dans le centre de référence MAGEC qui a été labellisé très récemment, donc en 2017. Et je vais vous présenter donc nos différentes avancées sur nos différentes missions. Donc le centre de référence, je viens de vous le dire, il a été labellisé en janvier 2017 et nous avons pour objectif d'innover dans le soin et le diagnostic des patients et comme vous l'avez vu et comme vous l'a très bien dit Annabelle, par la mise en place d'essais thérapeutiques innovants. Alors à la base, avant l'existence du centre, nous avons eu des PHRC et un programme ANR qui nous ont permis de commencer une collecte d'échantillons de patients avec des anomalies cutanées qu'on appelle en mosaïque. Et cette cohorte s'appelle la cohorte Moustard, pour Mosaic Undiagnosed Skin Trait and Related Disorders. Et je vais vous présenter quelques données donc, depuis le début de l'existence de la cohorte, c'est-à-dire à peu près 6 ans. Donc, les syndromes cutanés en mosaïque, donc, c'est un ensemble de différentes maladies qui peuvent être diverses sur la présentation clinique, mais qui ont en commun qu'elles sont dues à des mutations postzygotiques, c'est-à-dire des mutations qui surviennent pendant le développement embryonnaire, dans les premières phases après la fécondation de l'embryon de l'ovocyte par le spermatozoïde. Le résultat est que ces mutations sont toutes activatrices et ont lieu dans des gènes qui appartiennent aux mêmes voies de signalisation importantes pour la prolifération et la survie cellulaire. Ce sont les voies PIK3CA, AKT, mTOR, donc avec des mutations par exemple dans le syndrome PROS, comme vient de vous le dire Annabelle, avec des mutations du gène PIK3CA. Ces syndromes présentent, on dit d'hypertrophiques, présentent aussi des malformations vasculaires, comme vous pouvez le voir dans l'image en haut. Il faut savoir que ces mutations, dans tout ce que je vais vous décrire, elles sont très récentes. Elles ont été mises en évidence grâce à l'avènement du séquençage à haut débit, puisqu'avant, on avait des limites techniques qui ne nous permettaient pas de détecter les taux de mutation qui étaient très faibles. Et donc, la première fois que ça a été mis en évidence, c'est pour le syndrome de Proté en 2011, donc dans le gène AKT1. Il y a également des mutations dans des gènes de la voie des MAP kinases. Et donc, dans ces cas-là, nous avons des phénotypes comme les névus géants congénitaux ou alors des névus sébacés, lorsque c'est des mutations des protéines RAS, comme dans le syndrome de Schimmel-Penning. Enfin, plus récemment, des mutations dans les protéines G hétérotrimériques ont été montrées comme associées aux tumeurs vasculaires, type hémangiome congénital, ou alors le syndrome de Sturge-Weber ou les phacomatoses pigmentovasculaires. Donc, lorsqu'une demande arrive au laboratoire, tout d'abord, nous faisons une RCP clinico-biologique d'amont, c'est-à-dire que nous regardons le phénotype, toutes les données cliniques qui nous sont envoyées par les cliniciens qui nous demandent l'analyse, afin d'évaluer la proportion des cellules qui sont impliquées dans le phénotype, que ce soit des adipocytes, les cellules vasculaires, les cellules pigmentaires ou kératinocytaires. Et ça nous oriente vers un gène que nous allons séquencer dit en profondeur, donc à très forte profondeur, plus exactement. Et donc, vous avez la liste là des gènes que nous offrons, les gènes qui sont connus dans ces anomalies et que nous allons séquencer. Si ce séquençage est négatif ou si le phénotype est trop différent de ce qu'on connaît, nous réalisons le séquençage d'exomes, c'est-à-dire de toutes les séquences codantes du génome, tous les exons. Et nous appliquons une stratégie en paire, c'est-à-dire que nous comparons les données de séquençage de la biopsie cutanée prélevée en zone atteinte au sang du patient, qui n'est pas censé porter la maladie les mutations puisque la maladie est en mosaïque, ou alors nous comparons ces données au sang des parents qui ne sont pas vecteurs de la mutation. Donc la cohorte Moustard, elle est pas que de Dijon, hein, elle provient d'une forte collaboration. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça a été très clair sur les différentes présentations que c'est très très important pour l'avancée scientifique, de la connaissance scientifique sur ces maladies et permettre d'offrir des thérapeutiques aux patients. Donc nous avons un très grand recrutement national, mais aussi international, comme vous pouvez le voir dans cette diapositive. Les analyses, donc pour plus de 91% sont faites sur des gènes bien particuliers par séquençage ciblé. C'est la première partie de l'histogramme. Et pour 15% des patients, nous avons réalisé un exome, soit parce que le séquençage ciblé était négatif, soit parce que le phénotype était nouveau. On peut dire ça.
Lorsque nous avons un résultat après séquençage, nous faisons également une RCP clinico-biologique dite d'aval pour valider les résultats avant de les rendre aux cliniciens. Donc, pour la part des séquençages qui sont négatifs, plusieurs raisons peuvent être invoquées. Tout d'abord, le mauvais choix du candidat par une analyse phénotypique insuffisante, pas de photos, pas assez de données cliniques. Donc nous n'avons pas pu être orientés vers le bon gène de façon primaire. Ou bien le prélèvement tissulaire n'a pas été prélevé dans une bonne zone, c'est-à-dire zone non hypertrophique, non atteinte. Donc c'est négatif. Enfin, l'anomalie génétique n'est pas encore connue, et oui, malheureusement, c'est encore le cas, c'est pour ça qu'on fait toujours des exomes. Ou bien la sensibilité est insuffisante. À l'heure actuelle, nous pouvons descendre à 1% de mutation. Peut-être c'est en dessous, et c'est pour ça que nous ne le détectons pas encore. Pour les diagnostics positifs, donc vous avez la liste des gènes ici, et donc évidemment, nous avons plus de 50% de la cohorte 60, avec des mutations PIK3CA, donc 216 patients à l'heure d'aujourd'hui. Puis ensuite, des mutations des gènes GNAQ, GNA11, les protéines G hétérotrimériques, puis des gènes RAS, et en quatrième position, mTOR dans l'hypomélanose ditto et l'épilepsie. Nous offrons aussi, parfois nous séquençons des gènes qui ne sont pas connus dans des anomalies en mosaïque, puisque ce sont des diagnostics différentiels de nos maladies. Donc nous en avons quelques-uns dans la cohorte. Si on revient au PIK3CA et les mutations, donc les phénotypes associés, comme vous l'a dit Annabelle, ce sont des syndromes hypertrophiques, comme le CLOVE ou le MCAP, mais aussi des macrodactylies isolées. Et en fait, les mutations sont sur toute la partie, sur tous les domaines importants du gène. Donc, ce qui est différent de ce qu'on voit en cancérologie, puisqu'en cancérologie, nous n'avons que 2 ou 3 hotspots qui sont récurrents. Nous, dans les syndromes hypertrophiques, on voit que c'est un petit peu différent. Donc en 2017, nous avons sorti cette publication donc, dans le journal Génétique et de Médecine, et nous avions pu conclure à l'époque, ce qui est toujours vrai, que 2/3 des cas de patients avec syndrome hypertrophique sont liés à des mutations PIK3CA, que la présentation phénotypique soit associée à de l'hymégalencephalie ou pas. Donc pourquoi un diagnostic moléculaire? À quoi ça sert? Tout d'abord pour un conseil génétique. Ce sont des affections sporadiques qui ne viennent pas des parents, qui ne sont a priori pas transmissibles aux enfants de ces patients atteints. Donc c'est un conseil génétique très important. Ce sont des mutations pour la plupart qu'on appelle des mutations létales et qui ne survivent que par mosaïcisme dans la zone qui est mutée. Donc a priori le reste du corps, s'il est normal, n'est pas porteur de la mutation. Donc c'est assez encourageant pour un conseil génétique. Deuxième point, le diagnostic clinique. Alors la définition de phénotypique des maladies, vous avez vu pour PIK3CA, c'est un spectre. Plus on connaîtra les détails de ce spectre phénotypique, plus on sera amène de proposer une offre de soins adaptée aux patients. C'est pour ça que nous avons eu plusieurs études au sein de l'équipe pour la définition des spectres PROS, mais aussi des rassopathies ou liées aux protéines G hétérotrimériques. Dans les syndromes hypertrophiques, il y a un risque tumoral. Par exemple, prenons l'exemple du syndrome de Beckwith-Wiedemann, qui est associé à d'autres anomalies génétiques. Mais puisqu'on a un syndrome hypertrophique lié aux mutations PIK3CA, on peut se poser la question d'un risque tumoral chez ces patients. Et donc nous avons, grâce à notre grande cohorte, qui est quand même l'une des plus grandes cohortes qui existent, pu déterminer si c'était vraiment avéré dans notre cohorte de patients. Et en fait, juste un seul patient a fait une tumeur de Wilms, ce qui est plutôt encourageant. On peut estimer que le risque tumoral est vraiment très minime chez les patients atteints de ce syndrome. Et puis enfin, les thérapeutiques. Bon, je ne reviendrai pas dessus. Annabelle a fait un très joli topo sur ce qui est fait à l'heure actuelle. Donc là, je vous avais remis l'exemple de Promise qui vient d'être publié donc, le mois dernier par l'équipe associée à l'équipe des professeurs Sample et Bisecker, où il y a eu une inclusion de plusieurs patients sur 6 mois. Une évolutivité, puisque ces patients étaient en phase de puberté des lésions, puis un traitement sur sirolimus pour surveiller ce qui se passait après, donc par DEXA ou IRM. Et puis, nous développons aussi des recherches précliniques, puisque dans toutes ces maladies, on ne connaît pas exactement ce qui se passe de façon fondamentale, et puis
tous ne sont pas à l'heure actuelle avec des avancées thérapeutiques. Donc nous voulons identifier des cellules progénitrices et créer des modèles afin de cribler de nouvelles drogues, peut-être de repositionnement de cancérologie comme vous avez pu avoir l'exemple aujourd'hui, ou d'autres drogues nouvelles que les entreprises pharmaceutiques pourraient développer. Et donc là, j'ai pris l'exemple de patients atteints de malformations veineuses ou artério-veineuses pour lesquelles nous développons à l'heure actuelle de nouveaux projets avec des modèles cellulaires tout d'abord à partir du sang de ces patients, puis des modèles murins issus de ces modèles cellulaires. Mais je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui, suspense. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à poser des questions. Merci encore pour cette journée.